Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 4 février. 1 million de vaccinations contre le Covid-19, un cap atteint aux HCL aujourd'hui. Des menaces de mort contre les élus, notamment contre des députés de La République En Marche. Jean-Luc Fugy, de la 11e circonscription du Rhône, annonce avoir été visé par une quinzaine de menaces de mort depuis l'été 2021. Les réunions publiques se poursuivent en ce qui concerne le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, mais les opposants sont de plus en plus nombreux. Hier, c'est le maire de Francheville, Michel Rantonnet, qui s'est rangé du côté des opposants. La 12e édition de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne aura lieu du 6 avril au 31 juillet. Dans cette édition, nous écouterons Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Et puis nous parlerons de l'OL et du Loup à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les HCL atteindront ce vendredi le chiffre d'1 million de vaccinations contre le Covid-19. 1 million de vaccinations réalisées dans les 6 centres présents sur la métropole. La première dose de vaccin avait été injectée le 29 décembre 2020 à une patiente de 87 ans à l'hôpital Pierre-Garot dans le 5e. Le CHU représente à lui seul près de 30% du total des vaccinations réalisées dans le département du Rhône. 600 000 vaccinations ont été effectuées au Palais des Sports de Gerland et la millionième vaccination aura lieu symboliquement à l'hôpital de la Croix-Rousse ce vendredi. Jean-Luc Fugy, menacé de mort, le député de La République En Marche de la 11e circonscription du Rhône, annonce avoir été visé par 15 menaces de mort depuis l'été dernier dans le cadre du vote sur le pass sanitaire. L'élu rend public 3 extraits de lettres de menaces dont il a été destinataire. Les propos qui y figurent sont particulièrement violents, du genre « ta tête sera décapitée avec la hache » ou encore « tu vas tomber à ton domicile sous le coup des balles. Que je passe par la fenêtre ou par la porte, je vais venir pour en finir avec toi ». Jean-Luc Fugy rappelle que sa porte est toujours ouverte au dialogue avec ses concitoyens. En démocratie, aucun citoyen ne devrait être menacé, quelles que soient ses opinions, ses convictions ou ses engagements, martèle le député qui a déposé plainte pour ces faits. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Après Sainte-Foy-les-Lyons, Francheville et la Mulatière, une réunion publique sur le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon a été consacrée au 2e arrondissement cette semaine. 2 tracés sur les 4 retenus par le Citral concernent cet arrondissement. L'un prévoit le survol de Confluence, l'autre une arrivée à Perrache. Environ 160 personnes participaient à la réunion organisée en visioconférence. Pierre Oliver est farouchement opposé au projet. Le maire du 2e estime que le projet est déjà enterré compte tenu du refus des populations concernées. Alors qu'il soutenait le projet de télécabine, le maire de Francheville, Michel Rantonnet, prend acte de la vaste opposition et se range du côté des opposants. Pour Jean-Charles Collas, le vice-président écologiste de la métropole, il n'y aura ni gagnant ni perdant dans cette affaire, y compris si l'on abandonne le projet, dit-il. C'est la démocratie qui sera gagnante dans tous les cas de figure. Fin de citation. Une nouvelle réunion publique aura lieu lundi prochain pour les habitants du 7e arrondissement. Je rappelle que la phase de concertation prend fin une semaine plus tard. Décision finale en mai 2022. Un peu plus d'une centaine d'étudiants partis du rectorat ont rejoint hier la place Guichard pour demander plus de moyens pour l'université. Des étudiants qui dénonçaient aussi les propos d'Emmanuel Macron concernant la gratuité de l'enseignement supérieur et sa possible fin. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Se diversifier pour faire face à la crise. Le télétravail pénalise, on le sait, certaines activités, notamment liées à la restauration. Le Moulin, qui emploie à Lyon 80 CDI avec 2 points de vente, avenue des Frères Lumière et rue Marieton, et 15 triporteurs, souffre de cette situation. Bon nombre de salariés restent à la maison et la vente à emporter a connu un sévère recul. Les annulations d'événements d'entreprise n'ont rien arrangé. Le Moulin a donc mis en vente des paquets de 6 cookies artisanaux vendus 12 €. L'objectif annoncé est de vendre 12 000 paquets et de générer l'activité pour 10 personnes sur 2 mois. Le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM Auvergne-Rhône-Alpes, organise des portes ouvertes demain matin de 9h à 13h, donc samedi, sur son site lyonnais à Gerland, rue Ravier. Sont particulièrement concernés les Bac plus 2 et plus qui souhaitent poursuivre leurs études en alternance pour des licences ou des masters. Plusieurs domaines sont enseignés sur le site lyonnais: commerce, marketing, assurance, immobilier, ressources humaines, énergétique.
hygiène, sécurité, environnement ou encore industrie du futur. Les personnes intéressées doivent s'inscrire sur le site du CNAM Auvergne-Rhône-Alpes pour participer à ces portes ouvertes. La filiale française du groupe allemand Vorwerk, qui produit notamment les marques Thermomix et Kobold, a annoncé qu'elle comptait recruter 596 vendeurs à domicile indépendants dans le département du Rhône. L'activité de VDI est ouverte à tous les profils, précise Vorwerk. Cette activité peut aussi se cumuler avec une autre activité professionnelle. Lyon demain, créateur d'envie. La 12e édition de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne se tient du 6 avril au 31 juillet, et donc sur 4 mois et non plus sur 1 mois. L'événement a dû être retardé d'1 an en raison de la pandémie. 4 mois d'exposition, d'animation, d'événements culturels, d'expériences, de conférences sur le site de la Cité du Design, bien sûr, mais aussi dans toute la ville de Saint-Étienne et jusqu'en région lyonnaise. La thématique choisie, les bifurcations, autrement dit les intersections, les croisées de chemin, les virages stratégiques plus ou moins voulus. Thème qui avait été choisi avant que l'on ne parle du Covid-19. Olivier Péricot est le directeur de la recherche à la Cité du Design et directeur scientifique de la Biennale. Alors on a choisi le thème des bifurcations parce qu'on est dans une période évidemment qui ne vous a pas échappé. On est face à un mur et il va falloir tourner, et il va falloir bifurquer sur nos comportements, sur notre façon de consommer, sur les modes de vie. Le design là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire ? On se pose la question. Est-ce que c'est un outil qui est pensé pour ça ? Est-ce que c'est un lieu pour réfléchir, une façon de réfléchir, etc. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va voir ? Cette exposition majeure, on va dire, sur le site de Saint-Étienne. Il y a 3 grandes expositions, dont une sur la domesticité, l'habitat, et ce point de départ finalement qu'on a tous vécu de confinement chez soi, et comment on bifurque chez soi, qu'on a confié à des commissaires anglaises, qui sont des historiennes du design. On a une exposition sur l'automobile, très gros objet, hyper présent mondialement, 1,2 milliard de voitures. Comment on bifurque avec un objet comme ça, qui est entièrement ramifié, entièrement structuré dans la société, qui produit les formes de nos environnements, de nos métropoles, de nos pays, de nos villes. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de bouger avec ça ? Donc il faut en refaire une biographie. On a une exposition de grand format sur l'Afrique, évidemment, puisque c'est là sur les villes africaines et sur les pays africains, portée par Franck Mundegla. Et puis on va avoir des expositions qui sont plus des expositions questionnantes pour l'apprentissage, sur les objets liés au corps, vu du point de vue du design industriel. Florian Trollet, designer chez Salomon, qui nous apporte son expertise sur ce sujet-là. Et puis on va avoir des expositions qui vont débattre du design ou être purement expérimentales, comme la maison soustraire, une maison en réduction. La Biennale, on sait, déborde largement de Saint-Étienne, jusqu'à Lyon. Alors les Lyonnais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir ? Sur Lyon, il va y avoir des événements qui sont en lien avec les grandes institutions lyonnaises, comme le musée des Confluences, comme le musée d'art moderne, des lieux comme la Galerie Tator, qui ont une pratique ancienne avec le design et puis en relation avec la Biennale. Donc voilà pour l'essentiel, également quelques conférences qui vont se tenir ici. Puis bon, Saint-Étienne, c'est très proche de Lyon, donc il y aura moyen de venir écouter les nombreuses programmations de la Biennale pour les Lyonnais, puisque c'est à quelques minutes en voiture. Voilà. La Biennale du Design en est à sa 12e édition, 25 ans d'histoire, mais le rapport intime entre le forêt et le design remonte à 2 siècles, comme nous le rappelle Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Il y a plus de 2 siècles, les industriels stéphanois, les passementiers, les fabricants de cycles, les armuriers, pour faire face à une concurrence qui arrivait, ont créé l'école de dessin de Saint-Étienne pour former, embaucher des artistes pour venir améliorer, valoriser leur production. Le design était né et il est resté effectivement très ancré dans les entreprises, mais également évidemment avec sa vocation culturelle, puisque je rappelle que le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui a l'une des premières collections de design en France, est le 2e musée d'art moderne en France après le centre Pompidou. Et ça a été l'occasion ensuite de revitaliser un quartier ? Effectivement, la volonté à partir de l'école, qui est l'une des toutes premières en France, École des Beaux-Arts et de Design, ça a été de construire un véritable projet pour valoriser toutes ces initiatives au niveau international en matière de créativité et de design, pour expliquer tout simplement d'abord ce qui se fait de mieux dans le monde à un moment donné. C'est l'occasion de la Biennale et de cette 12e édition sur le thème des bifurcations, et puis de régénérer effectivement l'ancien quartier de la manufacture d'armes, qui aujourd'hui devient presque trop petit sur ces 7 hectares, avec à ce jour plus de 2000 étudiants, 300 chercheurs, plus de 150 startups, et un projet très important porté par la métropole et la Cité du Design, Cité 2025, qui sera présenté d'ailleurs à l'occasion de la Biennale, avec plus de 60 millions d'euros d'investissement pour véritablement ouvrir le quartier, l'ancien quartier militaire sur la ville et sur la région,
et puis également faire en sorte que tous les acteurs qui y travaillent aujourd'hui, qui sont des forces de créativité, puissent mettre en synergie leurs compétences. Bifurcation, alors le thème a été choisi assez paradoxalement avant tout ce qu'on a connu, c'est ça, mais finalement ça tombe bien. Oui, c'est vrai que c'était un peu visionnaire. Les bifurcations, elles s'imposent à nous souvent, on les choisit parfois, notamment en matière de travail. C'était le thème d'une des précédentes biennales, les mutations du travail. Et on voit bien que cette mutation avec le numérique, aujourd'hui, elle s'accélère. La révolution industrielle, sur 2 siècles et demi, a laissé le temps finalement à chaque individu de terminer sa carrière professionnelle, de se former pour s'adapter. Et puis le système social permettait de s'occuper de ceux qui n'en étaient pas capables, parce que, encore une fois, à l'échelle d'une vie, c'était largement supportable. Avec le numérique, c'est à l'intérieur d'une seule et même vie plusieurs mutations qu'il faudra opérer. Tous n'en seront peut-être pas capables, et donc c'est une préoccupation sociale extrêmement forte que nous avons et que nous posons sur la table pour nous aider à trouver des réponses. Il n'y a sans doute pas une réponse unique, et vous avez raison de le dire, le Covid qui est arrivé à un moment où personne ne s'y attendait, où personne n'aurait imaginé qu'une épidémie mondiale nous mette dans le contexte que nous avons connu, avec ces confinements, cet isolement, le télétravail. Eh bien là aussi, c'est une bifurcation dans beaucoup de domaines finalement de notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Et ce sont toutes ces questions à travers cette grande exposition, à travers plus de 200 événements dans 30 lieux dans l'ensemble de la région qui seront développés pendant ces 4 mois de biennale. On a compris, cette Cité du Design va prendre un nouveau tournant en 2025, sans en dévoiler peut-être les secrets, mais quelles sont les grandes lignes? Alors l'objectif, c'est de faire une place encore plus importante aux étudiants, aux chercheurs et aux start-up. Et c'est également d'ouvrir ce quartier sur la ville avec un hôtel, avec des commerces, avec le Centre national du design qui a décidé d'y installer la Galerie nationale du design. Ça veut dire des expositions tout au long de l'année qui sont organisées par les plus grands noms du design français. La Biennale internationale du design de Saint-Étienne du 6 avril au 31 juillet, 7 grandes expositions à la Cité du Design, mais aussi 220 événements répartis sur toute la métropole stéphanoise. Les sports, l'Olympique lyonnais, la formation lyonnaise qui a battu l'OM devrait être sensiblement modifiée pour le choc de demain samedi à Monaco à 21h. Paqueta, revenu du Brésil, et la recrue Ndombele devraient se retrouver dans le 11 de départ. Xavier Garbajosa a été nommé entraîneur principal du Loup pour les 3 prochaines saisons. Il va remplacer Pierre Mignoni. Mignoni va quitter le Loup en juin prochain, 1 an avant le terme de son contrat. Ancien entraîneur du Stade Rochelais jusqu'en 2019, puis manager de Montpellier avant son limogeage en janvier 2021. Xavier Garbajosa viendra seul dans un premier temps. Les adjoints de Mignoni et le préparateur physique sont sous contrat jusqu'en 2023. Notons qu'une délégation de joueurs soutenue par l'ensemble du groupe et les internationaux en stage avec l'équipe de France a demandé à être reçus par le président Yann Roubert. Plusieurs joueurs ayant prolongé récemment au Loup avaient fait inscrire une clause dans leur contrat, l'échéance 2023, terme du contrat de Pierre Mignoni. La piscine du Rhône rouvre ses portes, ou plutôt ses bassins, ce vendredi à midi, après 2 mois de travaux. Les travaux ont notamment porté sur la réparation de la couverture thermique du bassin sud, la réparation du faux plafond, de la mise à l'eau et l'automatisation du traitement d'eau. Le pass vaccinal est toujours exigé à l'entrée du complexe Tony Bertrand, et ce pour toutes les personnes majeures. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle édition. Passez un excellent week-end.